1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 3. Votre réintégration comporte 3 stades. Étudier, comprendre, accepter. Il est temps que vous entriez dans le second stade. Winston était comme toujours couché sur le dos, mais depuis peu ses liens étaient plus lâches. Il le retenait encore au lit, mais il pouvait bouger un peu les genoux, tourner la tête à droite et à gauche, lever les avant-bras. Le cadran aussi était devenu moins redoutable. Lorsque son esprit était assez vif, Winston pouvait éviter ses coups. C'était surtout quand il montrait de la stupidité qu'O'Brien poussait le levier. Il traversait parfois toute une séance sans que le cadran fût employé. Winston ne se rappelait pas combien il y avait eu de séances. Le processus tout entier semblait s'étendre sur un temps long, indéfini, des semaines peut-être, et les intervalles entre les séances pouvaient avoir été parfois des jours, parfois 1 ou 2 heures seulement. Depuis que vous êtes couché là, dit O'Brien, vous vous êtes souvent demandé, vous m'avez même demandé pourquoi le ministère de l'amour devait dépenser pour vous tant de temps et de soucis. Quand vous étiez libre, vous étiez embarrassé par une question qui, dans son essence, était la même. Vous pouviez saisir le mécanisme de la société dans laquelle vous viviez, mais pas les motifs sous-jacents. Vous rappelez-vous avoir écrit dans votre journal « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi ». C'est quand vous pensiez à pourquoi que vous doutiez de l'équilibre de votre esprit. Vous avez lu le livre de Goldstein, du moins en partie. Vous a-t-il appris quelque chose que vous ne saviez déjà? Vous l'avez lu? Demanda Winston. Je l'ai écrit, c'est-à-dire que j'ai participé à sa rédaction. Aucun livre n'est l'œuvre d'un seul individu, comme vous le savez. Est-ce vrai ce qu'il dit? Dans sa partie descriptive, oui. Mais le programme qu'il envisage n'a pas de sens. Une accumulation secrète de connaissances, un élargissement graduel de compréhension, en dernier lieu une rébellion prolétarienne et le renversement du parti, vous prévoyez vous-même que c'était ce qu'il dirait. Tout cela n'a pas de sens. Les prolétaires ne se révolteront jamais. Pas dans 1 millier ni 1 million d'années. Ils ne le peuvent pas. Je n'ai pas à vous en donner la raison. Vous la savez déjà. Si vous avez jamais caressé des rêves de violente insurrection, vous devez les abandonner. La domination du parti est éternelle. Que ce soit le point de départ de vos réflexions. Il se rapprocha du lit. Éternelle, répéta-t-il. Et maintenant, revenons à la question comment et pourquoi. Vous comprenez assez bien comment le parti se maintient au pouvoir. Dites-moi maintenant pourquoi nous nous accrochons au pouvoir. Pour quel motif voulons-nous le pouvoir? Allons, parlez, ajouta-t-il, comme Winston demeurait silencieux. Pendant 1 minute ou 2, néanmoins, Winston n'ouvrit pas la bouche. Une impression de fatigue l'accablait. La lueur confuse d'enthousiasme fou avait disparu du visage d'O'Brien. Il prévoyait ce que dirait O'Brien, que le parti ne cherchait pas le pouvoir en vue de ses propres fins, mais pour le bien de la majorité, qu'il recherchait le pouvoir parce que dans l'ensemble, les hommes étaient des créatures frêles et lâches, qui ne pouvaient endurer la liberté ni faire face à la vérité, et devaient être dirigés et systématiquement trompés par ceux qui étaient plus forts qu'eux. Que l'espèce humaine avait le choix entre la liberté et le bonheur, et que le bonheur valait mieux. Que le parti était le gardien éternel du faible, la secte qui se voulait au mal pour qu'il en sorte du bien, qui sacrifiait son propre bonheur à celui des autres. Le terrible, pensa Winston, le terrible est que lorsqu'O'Brien prononçait ces mots, il y croyait. On pouvait le voir à son visage. O'Brien savait tout. Il savait 1000 fois mieux que Winston ce qu'était le monde en réalité, dans quelle dégradation vivaient les êtres humains et par quel mensonge et quelle barbarie le parti les maintenait dans cet état. Il avait tout compris, tout pesé, et cela ne changeait rien. Tout était justifié par le but à atteindre. Que peut-on, pensa Winston, contre le fou qui est plus intelligent que vous, qui écoute volontiers vos arguments, puis persiste simplement dans sa folie.
Vous nous gouvernez pour notre propre bien, dit-il faiblement. Vous pensez que les êtres humains ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes, et qu'alors... Il sursauta et pleura presque. Il avait été traversé d'un élancement douloureux. O'Brien avait poussé le levier du cadran au-dessus de 35. « C'est stupide, Winston, stupide, dit-il. Vous feriez mieux de ne pas dire de pareilles sottises. » Il recula la manette et continua. « Je vais vous donner la réponse à ma question. La voici. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir, le pur pouvoir. Ce que signifie pouvoir pur, vous le comprendrez tout de suite. Nous différons de toutes les oligarchies du passé, en ce que nous savons, ce que nous voulons. Toutes les autres, même celles qui nous ressemblent, étaient des poltronnes et des hypocrites. Les nazis germains et les communistes russes se rapprochent beaucoup de nous par leurs méthodes, mais ils n'eurent jamais le courage de reconnaître leurs propres motifs. Ils prétendaient, peut-être même le croyaient-ils, ne s'être emparés du pouvoir qu'à contre-cœur, et seulement pour une durée limitée, et que, passé le point critique, il y aurait tout de suite un paradis, où les hommes seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que jamais personne ne s'empare du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauvegarder une révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. La persécution a pour objet la persécution. La torture a pour objet la torture. Le pouvoir a pour objet le pouvoir. Commencez-vous maintenant à me comprendre. Winston était frappé comme il l'avait déjà été par la fatigue du visage d'O'Brien. Il était fort, musclé et brutal. Il était plein d'intelligence et d'une sorte de passion contenue contre laquelle il se sentait impuissant. Mais c'était un visage fatigué. Il y avait des poches sous les yeux, la peau s'affaissait sous les pommettes. O'Brien se pencha vers lui, rapprochant volontairement de lui son visage usé. « Vous pensez, dit-il, que mon visage est vieux et fatigué. Vous pensez que je parle de puissance alors que je ne suis même pas capable d'empêcher le délabrement de mon propre corps. Ne pouvez-vous comprendre, Winston, que l'individu n'est qu'une cellule. La fatigue de la cellule fait la vigueur de l'organisme. Mourrez-vous quand vous vous coupez les ongles ?» Il s'éloigna du lit et se mit à arpenter la pièce de long en large, une main dans la poche. « Nous sommes les prêtres du pouvoir, dit-il. Dieu, c'est le pouvoir, mais actuellement le pouvoir, pour autant qu'il vous concerne, n'est pour vous qu'un mot. Il est temps que vous ayez une idée de ce que signifie ce mot pouvoir. Vous devez, premièrement, réaliser que le pouvoir est collectif. L'individu n'a de pouvoir qu'autant qu'il cesse d'être un individu. Vous connaissez le slogan du parti, la liberté c'est l'esclavage. Vous êtes-vous jamais rendu compte qu'il était réversible ? L'esclavage, c'est la liberté. Seul, libre, l'être humain est toujours vaincu. Il doit en être ainsi, puisque le destin de tout être humain est de mourir, ce qui est le plus grand de tous les échecs. Mais s'il peut se soumettre complètement et entièrement, s'il peut échapper à son identité, s'il peut plonger dans le parti jusqu'à être le parti, il est alors tout-puissant et immortel. Le second point que vous devez comprendre est que le pouvoir est le pouvoir sur d'autres êtres humains, sur les corps mais surtout sur les esprits. Le pouvoir sur la matière, sur la réalité extérieure comme vous l'appelez, n'est pas important. Notre maîtrise de la matière est déjà absolue. Un moment, Winston oublia le cadran. Il fit un violent effort pour s'asseoir et ne réussit qu'à se tordre douloureusement. « Mais comment pouvez-vous commander à la matière » éclata-t-il. « Vous ne commandez même pas au climat ou à la loi de gravitation. Et il y a les maladies, les souffrances, la mort. » O'Brien le fit taire d'un geste de la main. « Nous commandons à la matière puisque nous commandons à l'esprit. La réalité est à l'intérieur du crâne. Vous apprendrez par degrés, Winston. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Invisibilité, lévitation, tout. Je pourrais laisser le parquet et flotter comme une bulle de savon si je le voulais. Je ne le désire pas parce que le parti ne le désire pas.
Il faut vous débarrasser l'esprit de vos idées du XIXe siècle sur les lois de la nature. Nous faisons les lois de la nature. Non, vous n'êtes même pas les maîtres de cette planète. Que direz-vous de l'Eurasia et de l'Estasia? Vous ne les avez même pas encore conquises. Sans importance. Nous les conquerrons quand cela nous conviendra. Et qu'est-ce que cela changerait si nous le faisions? Nous pouvons les exclure de l'existence. Le monde, c'est l'Océania. Mais le monde lui-même n'est qu'une tache de poussière et l'homme est minuscule, impuissant. Depuis quand existe-t-il? La Terre, pendant des milliers d'années, a été inhabitée. Sottise. La Terre est aussi vieille que nous, pas plus vieille. Comment pourrait-elle être plus âgée? Rien n'existe que par la conscience humaine. Mais les rochers sont pleins de fossiles, d'animaux disparus, de mammouths, de mastodontes, de reptiles énormes qui vécurent sur Terre longtemps avant qu'on n'eût jamais parlé des hommes. Avez-vous jamais vu ces fossiles, Winston? Naturellement non. Les biologistes du XIXe siècle les ont inventés. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il pouvait s'éteindre, il n'y aurait rien. Hors de l'homme, il n'y a rien. Mais l'univers entier est extérieur à nous. Voyez les étoiles. Quelques-unes sont à 1 million d'années-lumière de distance. Elles sont à jamais hors de notre atteinte. Que sont les étoiles? Dit O'Brien avec indifférence. Des fragments de feu à quelques kilomètres. Nous pourrions les atteindre si nous le voulions. Ou nous pourrions les faire disparaître. La Terre est le centre de l'univers. Le Soleil et les étoiles tournent autour d'elle. Winston eut encore un mouvement convulsif. Cette fois, il ne dit rien. O'Brien continua comme s'il répondait à une objection. Dans certains cas, évidemment, ce n'est pas vrai. Quand nous naviguons sur l'océan ou quand nous prédisons une éclipse, il est souvent commode de penser que la Terre tourne autour du Soleil et que les étoiles sont à des millions de kilomètres. Et puis après, supposez-vous qu'il soit au-dessus de notre pouvoir de mettre sur pied un double système d'astronomie. Les étoiles peuvent être proches ou distantes, selon nos besoins. Croyez-vous que nos mathématiciens ne soient pas à la hauteur de cette dualité? Avez-vous oublié la double pensée? Winston se recroquevilla dans le lit. Quoi qu'il pût dire, une immédiate et fulgurante réponse l'écrasait comme l'aurait fait un gourdin. Il savait cependant qu'il était dans le vrai. Il y avait sûrement quelque manière de démontrer que la croyance que rien n'existe en dehors de l'esprit était fausse. N'avait-on pas, il y avait longtemps, démontré l'erreur de cette théorie? On la désignait même d'un nom qu'il avait oublié. Un faible sourire retroussa les coins de la bouche d'O'Brien qui le regardait. Je vous ai dit, Winston, que la métaphysique n'est pas votre fort. Le mot que vous essayez de trouver est solipsisme. Mais vous vous trompez, ce n'est pas du solipsisme. Ou si vous voulez, c'est du solipsisme collectif. Tout cela est une digression, ajouta-t-il avec indifférence. Le réel pouvoir, le pouvoir pour lequel nous devons lutter jour et nuit, est le pouvoir non sur les choses, mais sur les hommes. Il s'arrêta et reprit un instant l'air du pédagogue qui questionne un élève qui promet. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre, Winston? Winston réfléchit. En le faisant souffrir, répondit-il. Exactement, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Comment, s'il ne souffre pas, peut-on être certain qu'il obéit, non à sa volonté mais à la vôtre? Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. Commencez-vous à voir quelle sorte de monde nous créons? C'est exactement l'opposé des stupides utopies hédonistes qu'avaient imaginées les anciens réformateurs. Un monde de crainte, de trahison, de tourments, un monde d'écraseurs et d'écrasés, un monde qui, au fur et à mesure qu'il s'affinera, deviendra plus impitoyable. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance. L'ancienne civilisation prétendait être fondée sur l'amour et la justice. La nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage, le triomphe et l'humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout. Nous écrasons déjà les habitudes de pensée qui ont survécu à la Révolution.
Nous avons coupé les liens entre l'enfant et les parents, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme. Personne n'ose plus se fier à une femme, un enfant ou un ami. Mais plus tard, il n'y aura ni femme, ni ami. Les enfants seront, à leur naissance, enlevés aux mères, comme on enlève leurs œufs aux poules. L'instinct sexuel sera extirpé. La procréation sera une formalité annuelle, comme le renouvellement de la carte d'alimentation. Nous abolirons l'orgasme. Nos neurologistes y travaillent actuellement. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour que l'amour éprouvé pour Big Brother. Il n'y aura plus de rire que le rire de triomphe provoqué par la défaite d'un ennemi. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Quand nous serons tout-puissants, nous n'aurons plus besoin de science. Il n'y aura aucune distinction entre la beauté et la laideur. Il n'y aura ni curiosité ni joie de vivre. Tous les plaisirs de l'émulation seront détruits. Mais il y aura toujours, n'oubliez pas cela Winston, il y aura l'ivresse, toujours croissante du pouvoir, qui s'affinera de plus en plus. Il y aura toujours, à chaque instant, le frisson de la victoire, la sensation de piétiner un ennemi impuissant. Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement.